Alors on entend parler aujourd'hui de plus en plus de l'utilisation des cellules souches pour soigner des quantités de pathologies. Mais jusqu'à présent, on n'avait jamais utilisé de cellules souches pour la greffe des cheveux. Et il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, quand on est parti en Indonésie, à Kuala Lumpur, exactement, à un grand congrès international sur les greffes de cheveux, j'avais beaucoup parlé avec Christophe Guillaume, qui est un Français que je connaissais depuis longtemps et qui est le directeur d'une clinique de greffe à Barcelone. Je lui avais dit, tu sais, il faudrait vraiment arriver à développer cette histoire de cellules souches. Personne ne le fait, il faut qu'on s'y mette. Et lui s'y est mis à fond. Il s'est passionné pour la question et avec le docteur qui s'appelle le docteur Carlos Ortiz Rodriguez, qui est chirurgien à Barcelone, dans cette clinique de greffe, eh bien, ensemble, ils ont travaillé là-dessus. Alors attention, c'est complexe, les cellules souches. Il faut d'abord les prélever. Alors il faut des outils spéciaux, il va nous expliquer comment il a fait. Et puis ensuite, eh bien, il faut en faire des essais. Et aujourd'hui, il nous présente les résultats des premiers essais avec l'utilisation des cellules souches. Christophe, vous pouvez venir s'il vous plaît? Et puis, docteur Carlos. Bonjour, madame, monsieur. Je crois que c'est l'unique personne que je ne parle bien le français ici. D'accord? Et je demande-vous un peu de la patience. Et Christophe, s'il vous plaît, si tu peux aider-moi à la traduction de quelque chose. Je peux l'aider de temps en temps à traduire. Merci. Si je fais une question à la salle, je ne sais pas si vous pouvez répondre, moi. Combien de cellules que nous avons on y a un corps humain? Vous savez. Quoi? 100 milliards. Je crois qu'un peu. Un peu mort. Hein? Quand nous avons le corps humain, il y a 2 billions de cellules. D'accord? Mais quand nous sommes une personne adulte, nous avons 37 billions de cellules. Mais une parole importante, 37 billions de cellules organisées. La parole organisée, c'est plus important parce que sinon, il y a un sac de cellules qu'on ne fait rien. Alors, une cellule, il y a à l'œil, une cellule, il y a à les dents, etc. C'est plus important la parole organisée. D'accord? Comme c'est possible que 2 billions de cellules passent à 37 billions de cellules? Parce qu'il y a une production importante de cellules. Il y a une mère. Il y a une mère qui fabrique beaucoup de cellules organisées. D'accord? Ça, c'est plus important. Quelque chose non, pardon. Quelle classe de cellules? Quantas classes de cellules? Combien de classes de cellules existent-il? Classes de cellules existent, d'accord. Il y a les totipotentiels. Sa cellule fabrique le corps humain, tout à l'heure, d'accord. Les pluripotentiels sont capables de former un embryon seulement, non un organisme. Alors, il y a les germinales, qui sont la production des cellules féminines et les cellules masculines. Cellules germinatives que nous retrouvons dans des follicules pileux. Merci. Et les pluripotentiels ou les multipotentiels est seulement générer un type de cellule. Et ça, c'est important. Et ça, c'est ce que nous avons exposé à la salle, à notre travail. La cellule multipotentielle.
Les unipotentiels sont génératifs, sont progénératifs, d'accord? Alors, il y a à la graisse de l'écorce, il y a une cellule qui avait la capacité de fabriquer une cellule identique à ces cellules. D'accord? Alors, ça c'est ce que nous avons investigué, nous avons voir dans les cheveux. Il y a à les cheveux, il y a à les follicules, il y a une graisse périgrasse et il y a cellules dans l'écorce de les cheveux qu'il est avec la capacité de fabriquer une nouvelle cellule. Et ça, c'est ce que nous avons exposé en ce moment. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu ce que le docteur a dit à la fin de son petit discours. En fait, les cellules souches sont présentes dans la graisse, et cette graisse est aussi présente dans la partie inférieure du follicule, tout autour du follicule, et qui remonte pratiquement jusqu'à la moitié. D'accord? Et c'est sur cette voie-là qu'on a essayé de travailler. Alors avant de commencer, je voudrais vous préciser que ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet. Comme le disait M. Ménétré tout à l'heure, c'est une piste. Peut-être qu'on va avoir besoin d'autres spécialistes avec nous pour pouvoir faire évoluer cette technique-là. Mais en attendant, pour l'instant, c'est la seule technique qui permet, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir une régénération de minimum 70-80% dans la zone donneuse. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas dépassé les 60% dans la zone receveuse. Donc c'est sur ce côté-là qu'il va falloir travailler. Oui, ce que je voudrais dire surtout, souvenez-vous, ceux qui étaient au Congrès mondial des recherches sur la chute des cheveux au Louvre, à Paris, il y a 6 ans. J'avais invité le professeur qui dirige le centre de clonage, l'Institut de clonage international de Los Angeles. Et on était tous pleins d'espoir. On se disait, on va pouvoir cloner des cheveux. C'est formidable. Et en fait, il y a eu des quantités de travaux là-dessus, et puis c'est bloqué. On voit que ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire, ils arrivent à cloner des cheveux, mais ça ne dure pas longtemps. Donc, ce n'est pas une bonne piste. Pour le moment, elle est presque abandonnée. Donc, ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on travaille sur une nouvelle piste, on va réussir. Mais au moins, on aura essayé. Et moi, j'ai vu l'évolution des travaux de Christophe et de Carlos, c'est déjà extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à aller jusqu'au bout? C'est-à-dire, à partir de cellules souches, vont-ils arriver à faire repousser des cheveux sur toute la tête? Je le pense, mais j'en suis pas sûr. Pour l'instant, nous avons fait 25 patients et nous avons dépassé le stade du développement et nous en sommes maintenant au stade de perfectionnement. Donc ça veut dire qu'on a démontré, en faisant des essais sur des patients, que le fait de prélever des cellules souches ou des cellules germinatives dans le follicule de la zone donneuse et en l'implantant dans la zone receveuse, on arrivait à recréer des nouveaux cheveux. En fait, c'est un peu du copier-coller. C'est comme si on copiait un cheveu, un follicule de la zone donneuse et qu'on le collait sur la zone receveuse. D'accord ? C'est-à-dire que si on prélève des cellules souches d'un follicule de 2 cheveux et qu'on l'implante dans la zone receveuse, ben ce groupe cellulaire qu'on va implanter dans la zone receveuse va donner vie à un cheveu, à un follicule de 2 cheveux. Et ça sera la même chose si c'est un follicule de 1, de 3 ou de 4. D'accord ? Alors, on aura des photos qui vont vous montrer ces réussites, hein, et là, vous allez mieux comprendre. Alors, pour bien comprendre la différence entre une FUE classique et la nouvelle technique, on va vous passer une petite vidéo. Tu fais attention, hein, parce que j'ai connu quelqu'un qui s'était cassé la gueule. Alors, dans la greffe de cheveux, le prélèvement se fait toujours dans la zone donneuse,
qui est déterminée par la zone occipitale et la partie arrière. Avec la FUE, on enlève un follicule de la zone donneuse qu'on va implanter dans la zone receveuse, mais l'inconvénient avec la FUE, c'est que le follicule de la zone donneuse disparaît. C'est-à-dire qu'on perd 100% des cheveux qui ont été prélevés. Ensuite, on a fait évoluer la technique avec la FUE NewDance. Dans ce cas, on prélevait une partie du follicule qu'on allait implanter toujours dans la zone receveuse, mais on laissait dans la zone donneuse certaines cellules germinatives. Et ce qui fait que dans 30 à 40% des cas, le cheveu repoussait. C'est actuellement ce que nous faisons tous les jours sur nos patients. On utilise la FUE NewDance qui nous permet cette régénération. Alors qu'avec la technique SCT, qui veut dire Stem Cell Transfer, on va prélever des cellules à la base du follicule qu'on va implanter dans la zone receveuse, toujours le même principe, mais le follicule dans la zone donneuse va se régénérer. Alors pour l'instant, je ne sais pas si on peut arriver à arrêter la vidéo. Ok. Pour l'instant, avec les essais qu'on a fait, on a démontré que dans la zone donneuse, on avait une régénération de 80%. Sur les 25 patients qu'on a fait, on est entre 70 et 80%. Là, vous avez l'exemple d'un premier patient sur lequel nous avons utilisé 90% de la zone donneuse. Là, vous avez le résultat, la zone donneuse avant l'opération. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît ? Voilà, on va faire une pause. Ça, c'est la zone donneuse avant l'opération et juste après l'opération. Nous avons prélevé pratiquement 90% de groupes cellulaires sur les follicules présents dans la zone donneuse. Il faut savoir que si on avait fait ça avec une FUE classique, mais le patient, actuellement, il n'aurait plus un seul cheveu sur la partie arrière. D'accord ? « 14 jours après l'opération, on voit que les cheveux commencent à repousser. Un mois après, ça repousse un petit peu plus. Et au fur et à mesure que les mois avancent, vous allez voir que le patient va récupérer sa zone donneuse pratiquement intacte, comme il l'avait avant l'opération. Alors, pratiquement intacte, ça veut dire qu'il a en fait perdu 20% de sa zone donneuse. Mais 20% sur la totalité des cheveux qu'il y avait, ça ne se voit pas. D'accord ? Alors, bien entendu, ce n'est pas suffisant. Parce que suivant les cas, si on perd 20% de la zone donneuse, le patient, au bout du compte, si on fait 2-3 opérations, il va se retrouver sans zone donneuse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler pour pouvoir au moins obtenir 90, 95% et voire 100% de régénération dans la zone donneuse. Ça, c'est l'idéal, en fait. Arriver à 100%. Et là, vous avez le détail en macro de la zone donneuse avant l'opération. Donc vous voyez, tous les follicules sont présents avant l'opération. Et 9 mois après l'opération, vous voyez qu'il y a une petite partie des cheveux qui ont disparu, ce qui correspond aux 20% que je vous disais tout à l'heure. Alors, je vous demande d'être indulgent. Bien sûr, on ne peut pas comparer le résultat d'une greffe de cellules souches à un résultat d'une greffe de cheveux traditionnelle, parce que la densité, ça n'a rien à voir. Mais en fait, le plus important dans ce que nous avons fait, c'était de démontrer qu'en prélevant les cellules souches dans la zone donneuse et en les implantant dans la zone receveuse, on allait créer des cheveux. Donc en fin de compte, la densité n'avait pas d'importance pour nous. On voulait simplement démontrer que ça fonctionnait. D'accord ? Donc, ce qui est important ici, c'est que tous ces cheveux qui ont apparu là où il n'y en avait pas, c'est le fruit des cellules que nous avons implantées dans la zone receveuse. C'est pour ça que quand on voit ces photos, on se dit qu'ils sont sur la bonne voie. Il y a déjà un premier résultat qui est très encourageant.
Alors bien sûr, il faut tenir compte aussi, c'est pas facile parce que il faut tenir compte que les cheveux doivent pousser avec l'inclinaison et la direction adéquate, parce que si suivant comment on les implante, si les cheveux ils poussent tout droit, ça va pas être top, quoi. Là, je vais vous faire voir un autre exemple. En fait, c'est le premier patient que nous avons opéré. Dans son cas, nous avons fait un prélèvement dans la zone donneuse sur un rectangle et nous avons prélevé l'équivalent de 2236 follicules sur cette partie-là. Alors, avec cette technique-là, on ne parle plus de follicules, évidemment, on ne parle que de groupes cellulaires, ce ne sont plus des follicules, puisqu'en fin de compte, le follicule, il reste en place, il ne disparaît plus quand on fait l'opération. Et nous les avons implantés sur toute la partie frontale et sur la partie centrale. Voilà le patient avant et après. Vous voyez, je trouve que c'est... Enfin, moi, quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, là, vraiment, ils sont en train d'avancer, non pas à grands pas, mais ils sont en train d'avancer sérieusement. C'est très prometteur parce que de toute façon, un résultat comme celui-ci, si je ne vous dis pas que c'est de la greffe de cellules souches, on peut très bien penser que c'est une greffe traditionnelle qui n'a pas très bien marché parce que le patient n'a pas beaucoup de densité. Mais en fin de compte, ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Le patient, il a toujours ses cheveux dans la nuque. C'est ce qui est important. Il faut bien prendre en considération que le patient ne perdra plus ses cheveux dans la nuque. D'accord ? Avec la greffe de cheveux traditionnelle, on enlève un follicule d'une zone qu'on va implanter dans l'autre. Alors que là, le follicule, il reste en place dans la zone donneuse. Il ne bouge pas. Alors, après l'opération, bien sûr, il y a des effets secondaires, notamment un effet qui s'appelle le choc loss, qui correspond à une chute importante, voire totale, des cheveux dans la zone donneuse. Et on a vu sur la vidéo qu'au fur et à mesure que les mois passent, le patient récupère la quantité de cheveux qu'il avait avant. Enfin, presque. Par contre, moins 20%. Une question, on dirait que ce sont des 1 cheveu seulement. On dirait qu'ils sont tous des 1 cheveu. Il n'y a pas de 2 et de 3 cheveux. Parce que lorsque nous récupérons les groupes cellulaires, on sépare les groupes cellulaires de 1 cheveu, de 2, 3, voire 4 cheveux, puisqu'on les prélève dans tous les follicules de la zone donneuse. Et dans la zone donneuse, il y a des follicules de 1 cheveu, de 2 jusqu'à 4 cheveux. Donc il faut bien les séparer, parce que si on implante un groupe cellulaire de 4 cheveux sur la bordure frontale, évidemment ça va être moche, parce que le patient il va avoir un follicule de 4 cheveux qui va pousser sur la ligne frontale. Et vous verrez tout à l'heure, quand on parlera de la ligne, c'est très important d'implanter uniquement des follicules de 1 cheveu sur la ligne frontale. Oui, parce que c'est simplement parce que c'est sur la ligne frontale, c'est sur le devant. Exactement. Mais derrière, vous avez des follicules avec 2 ou 3 cheveux. Derrière, il y a des follicules de 2, 3, jusqu'à 4 cheveux. Ok, c'est bien. Mais c'est pas mal. En tout cas, je vous encourage à continuer dans cette voie parce que... Vous voyez, ici, par exemple, la zone donneuse, je vous parlais du choc loss, de la perte de densité. Eh bien, 1 mois après l'opération, le côté, puisqu'on ne l'a pas touché, il est comme il était avant, alors que sur la partie arrière, il y a une grande partie des cheveux qui ont disparu, mais qui vont repousser au fur et à mesure que les mois vont passer. Vous voyez, 3 mois après, il n'a pratiquement plus de traces. 5 mois après, et 1 an après l'opération, c'est pratiquement comme si on n'avait rien fait. Vous voyez, vous pouvez passer le peigne dans la zone donneuse. Et c'est toujours le patient chauve du début, là. C'est toujours le patient chauve du début. Ah oui, alors il y a vraiment une sacrée différence. Donc, je répète, c'est une piste sur laquelle on travaille. Elle a le mérite, cette technique a le mérite d'exister. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir perfectionner cette technique-là pour pouvoir obtenir au moins 90% de régénération
dans la zone donneuse, au moins, et surtout au moins 90% de régénération dans la zone receveuse, qui est quand même plus important. Une question? Alors j'attendais la question. En fait, bien entendu, c'est le secret, mais nous travaillons avec des instruments très fins, bien souvent pas adaptés suffisamment à ce qu'on veut faire. Donc c'est sur ce chemin-là aussi qu'on va devoir travailler, trouver de nouveaux instruments qui vont nous aider à pouvoir prélever de façon plus précise dans la zone donneuse, parce qu'en fait, les 20% qui nous manquent de régénération dans la zone donneuse et les 40-50% qui nous manquent dans la zone receveuse, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. On croyait savoir pourquoi il y a un an en arrière, et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'avec les derniers tests, on n'a pas réussi à améliorer les résultats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas, pour l'instant, offrir la technique. Il y a beaucoup de patients qui veulent se faire opérer avec cette nouvelle technique qui s'appelle SCT, mais professionnellement et éthiquement, évidemment, on ne peut pas la proposer parce qu'on n'est pas à même de la proposer avec des garanties. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer cette technique-là avec les mêmes garanties que la FUE. Oui, mais tout ça, ça ne nous montre pas l'outil. En fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est à quoi ça ressemble, cet outil que vous utilisez actuellement. Alors, vous le montrez ou vous ne le montrez pas? Non, l'outil, je ne peux pas le montrer, mais je peux vous montrer un nouvel outil avec lequel on va travailler. On est en train de faire des tests en ce moment. Alors, c'est un outil qui permet, qui peut être utilisé à la fois avec la technique que nous utilisons, qui est la SCT, et surtout aussi avec la FUE, puisque on va pouvoir implanter le follicule tout en le protégeant. Alors comment ça fonctionne? Ben, c'est tout simple. C'est un instrument qui a été inventé par un médecin européen et qui permet... Pardon? Oui, tout à fait, mais la Turquie fait partie de l'Europe. Oui. Donc je pense qu'il est européen. Non? Non? La Turquie fait partie de l'Europe. Non? Hein? Oui, la Turquie fait partie de l'Europe sur le plan géographie, hein, mais pas sur le plan politique. Voilà. Donc tu as un peu raison. Oui, bon, ben, il n'est pas européen, voilà. Alors c'est un outil qui a été inventé par un Turc, d'accord? Et on est en train de faire des tests avec cet instrument pour vraiment savoir si c'est vraiment aussi efficace qu'il le prétend. Et en tout cas, ça a l'air d'être bien. Au moins, de toute façon, ça protège le follicule et ça permet de pouvoir l'implanter directement dans le cuir chevelu sans qu'il se torde. Mais comment ça se passe techniquement? Ben alors, voilà, je vous passe la petite vidéo. C'est en fait une aiguille, une canule, dans laquelle va être posé le follicule. Et cette canule va rentrer directement dans une incision qui aura été faite au préalable par le docteur, évidemment. Et avec une pince, on va pousser le follicule jusqu'à l'intérieur. Ce qui fait que ça le protège jusqu'à ce qu'il soit arrivé à l'intérieur. D'accord? Ce qui évite ce qui se passe bien souvent, enfin bien souvent, mais quelquefois quand on implante avec des pinces, que le follicule se torde et au bout de 12 heures, ben, il est possible que le follicule meure. Donc ça, c'est un instrument qu'on est en train d'utiliser, on fait des tests, et on verra si ça peut nous apporter quelque chose dans ce qu'on fait. Voilà, concernant les cellules souches, je pense qu'on va en dire plus. Voilà, ben moi je trouve que c'est très intéressant comme piste, on verra. Maintenant, toujours avec le docteur Carlos, on va parler de quelque chose qui est très très important. Tous ceux qui font de la greffe savent que c'est par la bordure frontale que l'on peut juger de la qualité d'une greffe. En fait,
la bordure frontale, c'est un petit peu la signature du chirurgien qui l'a faite, de la clinique. C'est un peu comme un peintre, il signe. Eh bien, quand on fait une très belle bordure frontale, qu'elle est bien réussie, et on est à peu près sûr que ça ne se verra pas, que personne ne le verra, ça sera insoupçonnable. Et le docteur Carlos va, lui, nous expliquer comment fabriquer la meilleure bordure frontale possible. Et vous allez voir, c'est intéressant. D'accord, j'ai beaucoup de chance que Christophe parle mieux le français que moi. Alors, l'importance de la ligne frontale, c'est important. Je crois que nous croyons que si, que c'est plus important parce que c'est le visage que les patients montrent à le monde. Alors, si c'est une ligne importante, naturelle, si c'est une ligne frontale bien faite, c'est plus honoré, c'est plus important pour les patients. C'est bon. C'est nécessaire, nous croyons, que doit être composé seulement ou uniquement avec follicules d'enchevêtrement pour éviter l'image de la poupette qu'il y a beaucoup de temps qu'on fait à les implantations. Alors, si vous vous rappelez, il y a les follicules d'un cheveu, de 2 cheveux, 3 cheveux et 4 cheveux. Nous ferons la ligne frontale avec les premières de la gauche, un cheveu. Alors, seulement avec des follicules de 1 cheveu, c'est très important. Et juste derrière, on travaille avec des follicules de 2 cheveux. Mais jamais avec des 3 et bien sûr des 4. Alors, la ligne frontale doit être dessinée en fonction des patients, mais en fonction des médecins, avec un respect des paramètres bien spécifiques. J'ai trouvé qu'aucun patient m'a dit « S'il vous plaît, docteur, la ligne frontale, je la veux ici. » Et j'ai dit « Non, ici, non, parce que ça n'est pas naturel, ne c'est pas humain. C'est comme les... Comme les singes. Hein? Les singes? Los monos? Comme monos, oui. Oui, comme les singes. Alors, je lui ai dit que non, d'accord? Ne doit surtout pas être droit, mais suivre la ligne irrégulière. D'accord? Une ligne trop droite, comme c'est fait à Turquie, nous n'avons pas la meilleure solution. Nous croyons que ce n'est pas la meilleure solution pour les patients. D'accord? Les follicules doivent être implantés avec un angle, parce que c'est la même chose. Une follicule en golf et une follicule en front du patient. Alors, une petite parenthèse, nous on parle d'une ligne frontale européenne, on va dire, d'accord? Et bien entendu, suivant les pays, la ligne frontale peut être différente. Par exemple, si c'est une personne africaine, ben, la ligne frontale, ils n'ont pratiquement pas de golf, elle est plutôt droite. Ou c'est par exemple, nous on a beaucoup de Sud-Américains aussi, ils ont une ligne frontale pratiquement droite. Donc il faut évidemment reconstruire une ligne frontale en fonction de l'origine du patient. On note qu'en Turquie, les lignes frontales sont très droites comme ça. Pourquoi? Ouais. Parce que la plupart des clients de Turquie, la majorité, ce sont des gens qui viennent des territoires du Golfe et ils ont eux-mêmes des lignes assez arrondies, comme ça, légèrement arrondies, presque droites. Et ils aiment ça. Le problème, c'est que... On ne peut pas faire ça sur des Européens. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup d'Européens vont en Turquie se faire des opérations et ils reviennent avec des lignes frontales qui ne sont pas en accord avec leurs origines, quoi. Alors qu'au Maroc, c'est très différent. Les Marocains, pourtant, ce sont la plupart du temps des Arabes ou des Berbères, mais ils ont des lignes frontales beaucoup plus creusées. On dirait que c'est moitié occidental, moitié arabe. C'est pas du tout pareil. Nous, je sais que ici sur Marrakech, on fait des lignes frontales avec des golfs bien marqués. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il faut bien tenir en compte aussi de l'angle d'implantation pour la ligne frontale. Parce que
ce que je disais tout à l'heure, si on implante les follicules à 90 degrés, par exemple, quand les cheveux vont pousser, ben, le patient il va avoir un balai-brosse sur la tête et ça va pas être joli, il ne pourra pas se coiffer comme il veut en fait. Donc nous on utilise une implantation qu'on appelle multidirectionnelle qui change d'angle et de direction en fonction de la zone où on travaille. Donc une fois que les cheveux ont poussé, le patient va pouvoir se coiffer comme il veut. Nous ferons l'implantation avec la sonde et ici il y a l'image de comment à la sonde numéro 1, il y a la sonde d'implantation de les cheveux de 1 et après les follicules de 1 et après 2 cheveux. C'est important la désignation de la ligne avec l'âge de la personne. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même personne 40 ans que la même personne 80 ans. D'accord? La ligne, c'est différent. Alors, c'est l'imagination des médecins et l'imagination des patients, normalement, ne sont les mêmes. Il y a une considération qui sera définitive et avec la conséquence de ne pas être trop basse. Elle doit être naturelle en respectant la face de la visage des patients. D'accord? Il faut aussi travailler avec la densité adéquate. Là, souvent, l'erreur est commise aussi à la fois par le patient et à la fois aussi par certains docteurs, par certains médecins. Si on a un patient jeune qui vient se faire opérer à l'âge de 20 ans ou 24 ans, évidemment, il ne peut pas avoir la même ligne frontale pendant toute sa vie. Au fur et à mesure où on prend de l'âge, les hommes, on a la ligne frontale qui commence à se creuser un petit peu. Donc si par exemple, après, le patient il se fait opérer à 24 ans, on lui fait une ligne frontale droite, quand il aura 50 ou 60 ans, ça sera affreux parce qu'on verra tout de suite que c'est une greffe de cheveux. Donc en fait, il faut bien expliquer au patient que maintenant ça va être joli, mais plus tard il va le regretter. Et c'est une erreur qui est souvent commise. Ce qui est embêtant, c'est que la plupart des patients ne se voient pas vieillir et ils voudraient redevenir comme quand ils étaient jeunes. Et c'est pas bien parce qu'un homme normal, quand il vieillit, sa ligne frontale recule naturellement et s'éclaircit tout de même un peu naturellement. Ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir l'apparence de l'âge du client et il faut l'expliquer. C'est très très important cette histoire d'âge. C'est un peu ce qui se passe aussi dans les greffes dans les implants mammaires. Oui. Il y a souvent, l'erreur est souvent commise de mettre trop de volume par rapport à la silhouette de la personne. Donc c'est aussi au médecin de savoir expliquer et conseiller à son patient de ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets. Moi je sais que dans la plupart des cliniques, des très bonnes cliniques, eh bien très souvent, les médecins refusent des patients parce qu'ils exigent des lignes frontales trop basses ou bien pas assez creusées, pas assez en harmonie avec ce qui devrait être. Et c'est tout. Il ne faut pas hésiter à refuser, à dire, moi je sais que ça m'arrivait très souvent lors de diagnostics, de dire ben non, on ne peut pas vous prendre, on ne peut pas faire ça parce que c'est notre signature, après c'est la signature de la clinique, et d'ailleurs je vois que vous avez mis, c'est la signature du docteur, oui, c'est la signature du peintre. On ne peut pas accepter de faire quelque chose de laid, c'est pas possible, il faut carrément dire non. Si vous voulez, nous on considère que la ligne frontale c'est la partie artistique de l'opération. D'accord, donc c'est pour ça qu'on appelle la ligne frontale, la signature du médecin, parce que chaque médecin a sa façon de dessiner la ligne frontale. Et bien souvent, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de cliniques qui se sont montées avec le rush de la Turquie. Bien souvent, ce sont des médecins qui n'ont pas beaucoup d'expérience en greffe de cheveux et ils font des lignes frontales absolument catastrophiques. Alors non pas seulement avec le dessin, mais avec la densité. Parce qu'on a vu tout à l'heure aussi, la ligne frontale est composée de 1 cheveu, de 2 cheveux. Elle doit être asymétrique, ce qui est important aussi. Elle doit suivre une ondulation adéquate
et surtout la densité, parce que si on met très peu de densité sur le devant, on aura une ligne frontale qui sera pas esthétique. Voilà, je crois que on a dit. D'accord. Les chirurgiens esthétiques planifient les détails du processus tels que le nombre optimal de rêves, la densité et comment l'implanter. Ça, c'est dire. Alors, s'il vous plaît, un autre. Un homme adulte, il y a 5 000 et 150 000 cheveux à son tête. Et en moyenne, il y a environ entre 80 et 120 cheveux par centimètre carré. Ça, c'est approchement. D'accord? C'est intéressant, dans une zone où la perte de cheveux est totale, seulement 25 à 30 greffons par centimètre carré sont suffisants pour obtenir la densité souhaitée. D'accord? N'est pas nécessaire que nous ferons beaucoup de densité. Seulement avec ces greffons, l'impression de la visualisation, c'est différent. Oui, ce n'est pas nécessaire de travailler avec la densité naturelle, de toute façon on ne l'obtiendra jamais en une seule opération, mais avec ce pourcentage-là, à l'œil nu, c'est suffisant pour avoir le volume et la densité nécessaires pour que ce soit naturel. Il existe des différences entre la peau où les cheveux poussent et la peau différente en termes de couleur et d'épaisseur. Ça c'est vrai, c'est différent. Ce n'est pas la même chose la peau d'ici et la peau d'ici. La peau se déplace lorsque les sourcils sont froncés. La ligne frontale ne bouge pas. Ça, c'est normalement la zone où est la meilleure zone pour commencer l'implantation, quand les fronts ne déplacent pas. D'accord? Le point marquant de la bordure frontale est généralement à 8 cm de les sourcils, qui approximativement c'est les 4 doigts de la personne adulte. Vous voyez une des photos que la ligne frontale n'est pas symétrique. La symétrie n'est jolie à le corps humain. Et par exemple, j'ai une oreille différente de l'autre. Il y a beaucoup de femmes qui ont un sein plus grand que l'autre. Il y a beaucoup de personnes que la nez tombe à droite, la nez tombe à gauche. Pourtant, la symétrie n'est pas jolie. Nous ne sommes pas symétriques. D'accord? Et quand on n'est pas symétrique, on a du charme. Si on est trop régulier des deux côtés, c'est pas beau. Non, c'est pas bon aussi. Oui. L'angle d'inclination sur la ligne centrale est environ 460 degrés et la direction ainsi, ce sont l'inclination changera en fonction de la zone d'implantation. Mais ce n'est pas la même chose ici, et la même chose du golfe de l'implantation. Une ligne d'implantation frontale ne sera en aucun cas une ligne droite. Nous avons commenté ça. Les follicules seront implantés régulièrement en zigzag. C'est plus naturel, on va dire, de faire une ligne. D'abord, on trace la ligne. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est une ligne régulière. Et, en fait, on l'utilise de référence. Et après, le docteur va faire une ondulation sur cette même ligne. Et c'est ce qui va donner l'effet naturel. Les cheveux ont généralement un pic central sur la ligne de front et le pic moins prononcé sur les côtés de cette ligne. La demande de modification de la ligne frontale, pardon que je lis récemment, mais je ne sais pas l'expression comme ça. La demande de modification de la ligne frontale sur le front large est généralement plus fréquente chez les femmes et chez les jeunes hommes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait c'est la signature du médecin, il y a tout un tas de choses à prendre en compte, notamment le petit pic sur la ligne frontale. De temps en temps on pousse le détail en implantant des follicules tout seuls sur la bordure frontale pour recréer au maximum le naturel. Bon, ici il y a des exemples. Comment nous faisons à la clinique de Barcelone l'implantation de la ligne frontale. Ça, c'est juste après l'opération. Donc, vous voyez que la ligne frontale, elle est irrégulière. On a suivi les facteurs à prendre en considération. Et là, on va vous présenter quelques petits exemples de ligne frontale. Enfin, là, dans ce cas-là, on ne voit pas très bien, mais vous voyez que c'est une ligne qui est différente par rapport à celle des hommes. Évidemment, la ligne frontale, elle est plus régulière et moins courbée au niveau des golfes.
Alors que chez un homme, on va récupérer une ligne frontale complètement naturelle en laissant des golfs un petit peu creusés et surtout en conservant la symétrie. Vous voyez ici le petit pic frontal qu'on disait tout à l'heure aussi, qui donne un effet naturel. Il y a un mobile qui sonne des messages. Voilà, ça c'est quelques exemples. Ça c'est un joueur de foot qu'on a opéré il y a 8 ans en arrière. Vous voyez, la ligne frontale est hyper naturelle, la densité. C'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un modèle comme ça, aussi célèbre dans votre clinique. On a beaucoup de chance. D'ailleurs, après son opération, pas après son opération, mais du moins après avoir vu le résultat, on a opéré des dizaines et des dizaines de joueurs de foot. Et, et des gens du mais il est du magnifique celui-là, parce qu'il était quasiment chauve. Regardez un peu, on ne peut pas imaginer que c'est une greffe, c'est sublime. Voilà, merci de votre patience.